Donc dans quelques instants, le premier débat, la première table ronde de l'après-midi sur les flux internationaux, le bio et l'équitable en même temps. Et puis on va commencer par notre deuxième mini-sondage. Je pense qu'on va le voir arriver. Voilà les intervenants, mais je vais vous les présenter juste après le sondage. Michel Reynaud, donc d'IFOAM Europe, Elena Petiki, je vous les présenterai tout à l'heure. Voilà la question qui est posée, toujours sur le même site de Sildo. Les filières bio dans le monde communiquent suffisamment sur leurs engagements sociaux et RSE. On est un petit peu dans la même logique de l'information, de la communication dans la table ronde de ce matin. Donc, la filière bio communique assez, tout à fait d'accord, d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord. Donc, vous avez quelques dizaines de minutes pour répondre ici dans la salle et pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Les résultats tout à l'heure. Les intervenants de cette table ronde, Michel Reynaud, donc, qui est membre du conseil d'administration d'IFOAM Europe, il va nous présenter cette institution dans quelques instants. Elena Petiki, vous êtes chef adjointe de l'unité agriculture bio à la direction de l'agriculture de la Commission européenne. Sébastien Balmis, responsable filière et qualité de Caoca, le célèbre producteur de cacao bio et équitable. Enfin, Vincenzo Linarello, président de Goel, c'est une coopérative italienne installée en Calabre. Et vous allez voir que le travail là-bas est très très particulier. Michel Reynaud, on commence tous les deux. Vous êtes donc membre du conseil d'administration d'IFOAM Europe. On va en fait découvrir avec vous, et c'est la première année en fait que c'est possible, les chiffres des échanges internationaux, la réalité de ce commerce du bio, avec d'abord une présentation d'IFOAM Europe qui représente, on peut le dire, la filière auprès de la Commission et de l'Europe en général. On peut dire que c'est le lobby du bio, mais c'est jamais bien vu comme mot pour commencer une après-midi. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. C'est à vous. Ça doit être branché. Ah, ok. Oui, je ne sais pas si on est le lobby du bio, en tout cas on est le partenaire de la Commission, en tout cas pour faire évoluer la réglementation bio dans le sens dont on pense que le secteur bio le souhaite. IFOAM Europe, en fait, c'est une branche d'IFOAM international qui est répartie sur les 5 continents. Et IFOAM Europe, en fait, représente les différentes organisations bio des États membres. Aujourd'hui, c'est plus de 200 membres représentant 33 pays. Alors, c'est quand justement on appelle ça IFOAM Europe, ça va au-delà de IFOAM Union européenne, puisqu'on a des pays comme la Norvège ou des pays non membres de l'Union européenne qui sont aussi membres d'IFOAM Europe. Et on retrouve des associations de producteurs, transformateurs bio, mais aussi des consultants, des chercheurs. Donc c'est vraiment, IFOAM, c'est la fédération en fait internationale des mouvements de la nature biologique. C'est pas une fédération d'un secteur uniquement économique, mais aussi des mouvements où on a aussi des membres qui sont des ONG environnementales, etc. Vous travaillez aussi sur le climat, par exemple, sur la politique agricole commune, en fait, sur voilà, les réglementations, etc. Essentiellement, les deux principaux axes de travail sont la réglementation bio-européenne, bien évidemment, oui. Mais aussi sur la politique agricole commune, puisque ça a aussi un impact, et aussi sur toutes les problématiques qui ont lien avec l'agriculture, les problématiques OGM et autres. Alors, on va commencer par les chiffres de la production mondiale en bio. Il faudrait que je récupère le petit appareil, là, comme ça on va pouvoir se débrouiller tous les deux. Ouais. Voilà, c'est le verre, donnez-moi. Voilà, allez, on regarde. C'est ce qu'on vient de dire, voilà la production mondiale. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, je vous laisse rapidement voir les chiffres, mais je pense qu'il faut retenir, c'est l'évolution ces dernières années qui ne fait que croître, et partout sur toute la planète, de manière différente selon, selon les continents. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est près de 70 millions d'hectares en bio sur la planète. Alors quand on parle en bio, bien évidemment, les chiffres qui sont consolidés, là, ce sont les chiffres du FIBEL, donc un institut suisse de la recherche agronomique, sont consolidés par la fourniture soit des ministères, soit de l'Union européenne pour ce qui concerne les chiffres de l'Union européenne, soit pour la France, par exemple, les chiffres consolidés par l'agence bio, et pour les pays tiers, ce qu'on appelle donc hors Union européenne, essentiellement par les
les différents certificateurs qui ont les chiffres, et ces chiffres sont consolidés. Donc près de 70 millions d'hectares. Alors, l'évolution a été très importante, notamment en Australie, mais l'Australie, c'est essentiellement des prairies permanentes. Donc il faut relativiser un petit peu les chiffres entre les différents continents. Et c'est aujourd'hui près de 3 millions de producteurs. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution qu'il y a depuis 2016 du nombre de producteurs. Et on a au sein des producteurs d'agriculture biologique, alors bien évidemment, on a tellement de disparités au niveau des continents. On a ça va du très petit producteur de 0,5 hectares, et on le verra dans certaines productions aussi, du petit producteur de cacao, à des grandes plantations sucrières de plusieurs milliers d'hectares, ou voire des dizaines de milliers d'hectares dans les ex-pays de l'Union soviétique, type Ukraine ou Russie. Alors voilà pour la production. Le marché du bio, dans quel pays, où se situe-t-il? Alors aujourd'hui, les chiffres qu'on a consolidés au niveau du FIBEL sont toujours des chiffres 2007, donc on a un tout petit train de retard, puisque l'agence bio, je crois que c'est la semaine passée, a publié les chiffres 2018. Qui était très bon. Voilà, mais donc on a toujours un train de retard, parce qu'il faut qu'on consolide. Donc en général, faire la synthèse globale. En début, c'est chaque fois lors de Biophare qui a lieu en février que les chiffres sont consolidés pour les chiffres 2018, donc on les aura en 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'on passe la barre des 100 milliards sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est le chiffre, à peu près plus de 40 milliards d'euros sont aujourd'hui sur les États-Unis, mais savoir que l'Europe est aujourd'hui à peu près 37, en tout cas les chiffres 2017 sont à peu près de 37 milliards d'euros, et que les deux leaders en Europe sont l'Allemagne et la France. Et le différentiel France-Allemagne se réduit, j'allais dire, de jour en jour. Et on a bon espoir, peut-être même de les dépasser. Mais ce qui est intéressant, quand on passe devant les Allemands. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, à la différence des États-Unis, mais surtout en France, on a aussi une évolution de la production. C'est-à-dire qu'on a, c'est vrai, une croissance de la consommation, mais on a aussi des conversions qui sont mises en place, parce qu'il y a aussi, j'allais dire, des politiques publiques d'aide à la conversion, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas d'aide à la conversion. Il y a simplement des programmes privés pour commercialiser en conversion, mais il n'y a pas du tout d'aide publique. Donc il y a très peu de producteurs aux États-Unis. Comparé, je pense qu'aujourd'hui, on a près de 400 000 producteurs sur l'Union européenne en bio, alors qu'on a quelques milliers sur les États-Unis. Quelques milliers? Oui, tout à fait. Pas du tout les mêmes dimensions. Mais vous verrez les chiffres avec l'agence bio, là, c'est en très grosse progression sur l'an dernier, vous les avez vus. C'est deux chiffres à deux chiffres. Voilà, et on sent cette évolution aussi dans beaucoup de pays. Alors ce qu'on voit apparaître, ce qui n'apparaissait pas il y a plus de 5 ans, c'est la Chine en tant que marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il se situe... Alors, c'est très compliqué les chiffres en Chine. On les voit. Voilà. Oui, c'est au niveau de la France, en fait. Alors aujourd'hui, la France et l'Allemagne. Voilà, mais c'est très très compliqué d'avoir des chiffres en Chine, et donc c'est toujours difficile de savoir si ces chiffres sont la vraie réalité ou si ça représente aussi, j'allais dire, de donner une certaine force ou une image de la Chine en termes de consommation, pour pouvoir après, dans certaines négociations notamment, avoir un certain poids. Alors, l'évolution du bio et de l'équitable, puisque c'est le socle de notre table ronde. Là aussi, c'est intéressant. Quelles sont les tendances? On regarde. Alors là, on voit la part de la bio dans le commerce équitable. Alors, on voit bien que on a les chiffres, on a les filières qui sont purement françaises, puisqu'aujourd'hui, depuis, récemment, mais on va dire depuis les chiffres, on les a depuis 2016, on a une évolution et on a un commerce équitable nord-nord, alors qu'on avait jusque-là qu'un commerce équitable nord-sud. Et on voit bien que la progression ou la part est déjà élevée en 2013. On dépassait les 60, on était en 65%, pour aujourd'hui arriver à plus de 84% dans les filières internationales. Sur les filières, ce qui est énorme, mais on voit qu'il y a... Alors, sur les filières internationales, on a des grandes commodités type café, cacao, riz, sucre, etc., qui dominent quand même ces productions. Et la banane aussi, à ne pas oublier. Et on voit que la part
on peut se demander si c'est l'équitable qui tire le bio ou la bio qui tire l'équitable, mais oui, si on est à 100 milliards en bio et je crois qu'on doit être, je sais plus, j'ai plus les chiffres en commerce équitable, mais on est dans les peut-être aux alentours de 6 ou 7 milliards. Donc on voit bien que la bio tire l'équitable, mais dans le sens où l'équitable permet, notamment dans beaucoup de filières en pays tiers, comme il n'y a pas de subvention à la conversion, d'avoir une garantie du prix et de pouvoir justement aider des conversions à la nourriture biologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est la part au niveau des filières françaises, notamment en filière Nord-Nord, où on arrive presque au cap des 50%, où ce qui est certifié en équitable Nord-Nord est en bio. Et on voit une progression continue. Et je pense que ça revient un petit peu à la discussion de ce matin, c'est le besoin de mettre du sens et de la valeur dans les produits, mais aussi de répondre aux attentes des consommateurs. Et surtout, je pense que dans les principes de l'agriculture biologique, de manière implicite, l'équitable était dedans. Et il est évident que la réalité n'est pas toujours celle-ci. Et il y a ce besoin de rendre ça beaucoup plus explicite, d'où souvent des doubles certifications bio et équitable pour démontrer aux consommateurs que les produits ont été à la fois produits de manière bio, mais à la fois le respect aussi de la chaîne de valeur. Et on reviendra tout à l'heure sur la demande des consommateurs. On a des études aussi là-dessus. Les chiffres du commerce équitable, seuls cette fois. Voilà. Ça, c'est l'évolution du marché. Donc ça, c'est au niveau français. Donc on voit qu'aujourd'hui en France, quand on compare à la bio, aujourd'hui le commerce équitable, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard, avec, on va dire, une relation de 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers sur les filières internationales et 1 tiers sur les filières françaises, ce qui est quand même énorme et intéressant puisqu'on a quand même démarré qu'en 2014. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un besoin dans la bio française de valeur et de mettre du sens aussi dans la production. Et on l'a vu sur des filières laitières, mais ça concerne tout type de filière aujourd'hui, qui de plus en plus, des gens qui sont déjà en bio passent aussi ou ajoutent dans leur certification, mais ce n'est pas tant dans la certification, c'est dans la démarche qu'ils ont. La certification n'est que la fin d'un processus. C'est de mettre justement ce sens dans leurs produits et d'avoir aussi, j'allais dire, une juste rémunération de leur travail. Les chiffres des importations en Europe, alors on importe quoi? Des produits exotiques, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, et là il faut rendre grâce à l'Union européenne, qui pour la première fois, voilà, Elena a aussi le document. Non, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne, déjà depuis longtemps, impose à ce qu'il y ait des certificats pour chaque importation qui accompagne la marchandise. Le problème qu'on avait dans le passé, c'est que ces données n'étaient pas consolidées. Parce que souvent sous support papier, etc. Et depuis octobre 2017, le système Trace donc a intégré. Donc on a vraiment jusqu'au gramme près, on peut dire, les importations. Alors c'est en volume, c'est pas en valeur. Et on voit bien que, et ce qui permet d'ailleurs peut-être de rationaliser un peu les discours qu'on peut tenir ou qu'on a pu tenir à un moment donné sur les importations pour voir vraiment ce qu'on importe et voir si c'est si concurrentiel aux productions européennes. Donc là, j'ai tiré juste deux tableaux des chiffres du document de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup les fruits tropicaux. Bien évidemment, on a les tourteaux. C'est vrai que c'est une aussi, et ça c'est dû aussi au développement de la production animale ou d'une certaine production animale, notamment les monogastriques. Et puis, on a bien sûr les céréales, autres céréales, le blé, le riz. On retrouve Alors comme c'est en volume, c'est vrai que les fruits tropicaux sont essentiellement, comme la banane, ça pèse. Donc il y a beaucoup de bananes et on verra sur le deuxième graphe justement puisqu'on a pris le top 10 des pays. D'où viennent les produits qu'on apporte? Regardez, c'est un peu surprenant. Donc on a les volumes sur la gauche et on a le pourcentage par rapport au total qui est importé en volume. Et aujourd'hui, bien évidemment, la Chine, puisqu'on se retrouve sur beaucoup de ce qui est céréales, soja, tourteaux. Deuxième Équateur, République dominicaine, c'est pas surprenant parce qu'on est beaucoup sur la banane, voire aussi du cacao. Et ensuite l'Ukraine, donc on retrouve la même problématique, j'allais dire, que la Chine, c'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de céréales, beaucoup de tourteaux.
Et ensuite, Pérou, US. Alors, US, c'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup de riz, mais je pense que la notion de pays d'origine et le pays exportateur est pas force. Donc, il y a des flux qui peuvent passer par les États-Unis. Le Brésil, par exemple, c'est un exemple intéressant qui est dans le top 10, mais 75% de ses exports, c'est du sucre de canne. Sucre de canne. Ah, du sucre de canne bio, oui. Et l'Inde aussi, qui a diverses productions dans le riz. Alors, merci beaucoup. Elena Panichi. Donc, je rappelle que vous êtes chef adjointe de l'unité agriculture bio à la direction agriculture de la Commission européenne. Que fait l'Europe dans le cadre de cette forte croissance du bio? La réponse, c'est beaucoup de réglementation, de vérification, et ce n'est pas, par exemple, de l'équitable. Vous allez nous expliquer pourquoi. Comment on peut résumer votre mission sur le bio? Donc, alors, en fait, je voudrais commencer par remercier Michel pour avoir présenté les données que nous, on a récoltées l'année passée. C'est le 2018, c'est la première année qu'on a présenté dans ce document que vous pouvez décharger de notre site. Effectivement, comme Michel bien disait, c'est la première année qu'on a ces données parce que finalement, on est passé au moderne. Donc, on est passé d'un certificat papier à un certificat électronique. C'est super important, pas seulement pour la récolte des infos percées sur les quantités, malheureusement pas en valeur, mais quand même dans les documents, vous allez trouver aussi quelques simulations qu'on a fait pour voir comment les valeurs variaient en fonction de différents produits par rapport au volume. Donc, les fruits et légumes, les fruits et légumes tropicaux restent de toute façon en tête de file pour la valeur aussi. Et bon, donc on a fait ce travail en se basant sur Traces, et ça c'est super important pour tout ce qui concerne la traçabilité des produits à l'entrée dans l'Union européenne. Donc ça c'est un concept très très important que c'est, je pense, le point de force de notre système de contrôle parce qu'effectivement, avec cet monitorage, disons, journalier, presque à l'heure, de ce qui rentre en Europe, nous on sait où les cargos vont arriver, avec quels produits, de quelle provenance, et on peut demander la traçabilité du produit pour vérifier effectivement l'origine et si les produits est effectivement conformes à la réglementation bio. Bon, qu'est-ce qu'on importe? On l'a dit. Comment on importe? Ça, c'est un autre concept à développer. On a deux systèmes d'importation. Donc, on importe soit à travers des organismes de contrôle qui sont autorisés par la Commission à certifier des opérateurs dans des pays tiers. Cette liste, c'est comme déjà on avait dit ce matin, c'est l'annexe 4 du règlement actuel. Et nous, dans nos bureaux à Bruxelles, on fait l'analyse de la demande de chaque control body qui fait la demande justement pour être autorisé à certifier. On fait l'analyse de ses capacités dans les pays tiers, de comment ils ont, de quelle est leur structure et leur capacité pour pouvoir faire ce travail de certification, etc. Donc, ça c'est, disons, ce système de certification par control body, ça couvre plus ou moins les 80% de toutes les importations qu'on reçoit. Et d'autre côté, on a un système d'équivalence dans lequel la Commission reconnaît reconnaît une autre autorité compétente d'un pays tiers comme équivalente. Et donc, les standards de production et surtout des contrôles sont considérés équivalents d'un côté et de l'autre. Nous, on a cette reconnaissance avec des pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée et certains d'autres avec qui c'est soit bilatéral ou unilatéral. L'avantage d'une équivalence, c'est surtout à niveau de producteurs qui peuvent éviter de devoir passer par une double certification. Parce que, supposons un agriculteur européen qui veut exporter aux États-Unis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il produit selon les standards européens qui sont aussi reconnus aux États-Unis. Donc, il ne doit pas certifier son produit selon les standards européens et repayer une autre certification pour les standards des États-Unis. Donc, les équivalences sont aussi, disons, un avantage de simplification assez notable pour les opérateurs. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? On va
passer... Nouvelle réglementation. Avec la nouvelle réglementation, il y a un changement fondamental pour nous qui rend les conditions d'opération des agriculteurs équitables dans le sens de toutes les mêmes conditions de travail en Europe et hors d'Europe, parce qu'on introduit les concepts de la conformité. Donc, si jusqu'à maintenant, les opérateurs des pays tiers pouvaient produire et être certifiés selon des standards équivalents, à partir de 2021, quand la nouvelle réglementation entrera en vigueur, après une période de transition de 3 années, alors les opérateurs des pays tiers devront produire selon les règles européennes. Ça, c'était source de beaucoup de débats, bon, comme d'ailleurs toute la réglementation, vous avez pu suivre que ça a été une discussion qui a duré pendant 4 années, mais parce que c'était considéré comme limitatif de la possibilité des producteurs des pays tiers de pouvoir arriver sur les marchés européens. Mais nos études avant la proposition avaient déjà démontré que effectivement les règles qui sont en place, qui sont appliquées par les control bodies déjà dans les pays tiers sont presque les mêmes que les règles européennes, sauf quelques dérogations qui sont octroyées pour les reconnaissances rétroactives des territoires. Et surtout la question des substances qui peuvent être autorisées, mais ça c'est couvert avec la nouvelle réglementation. Donc bien sûr, on a tenu en compte le fait que dans des pays tropicaux, on n'a pas les mêmes problèmes phytosanitaires qu'en Europe. Et donc si sera nécessaire, si s'avère la nécessité de devoir utiliser des produits phytosanitaires, ça devra être autorisé par la Commission et ça sera valable pour tous les pays européens et hors européens. C'est important évidemment d'avoir des règlements pour le développement du bio, puis pour garder la confiance des consommateurs. Évidemment, ce que vous dites là est très important, l'harmonisation des normes, ça veut dire que dans la nouvelle réglementation, il y aura moins de dérogations, par exemple, un système de sanctions qui va être revu. Sur quelle piste travaillez-vous? Oui, disons que tout... on n'a pas... Dans la nouvelle réglementation, ce qu'on a fait, un des principaux valeurs ajoutées qu'on a pu obtenir de la nouvelle réglementation, c'est un peu, surtout l'harmonisation du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit déjà, bon, la réglementation actuelle a été construite un peu se basant sur la précédente de 1991 et qui suivait un peu la nécessité d'un secteur qui devait se développer. Tout d'un coup, ce secteur s'est développé, c'est bien fort. Vous avez vu les chiffres. On a rejoint des valeurs de marché assez considérables. On est à niveau agrégé, on est le deuxième marché unique après les États-Unis. Donc, à niveau EU, c'est un marché qui vaut 34 milliards d'euros. Donc, si vous pensez qu'au début des années 2000, le secteur ne valait que 5 milliards d'euros, vous voyez que le dynamisme a été assez soutenu pour arriver jusqu'à maintenant. Et on a des mises en cultivation chaque année impressionnantes parce qu'on parle de 850 000 hectares chaque année dans les dernières années. Mais on a même rejoint 1 million d'hectares chaque année qui étaient mis au bio. Donc, c'était nécessaire de créer des règles harmonisées, uniformes, qui permettaient à tous les producteurs européens de pouvoir travailler sur les mêmes niveaux. Parce qu'effectivement, on a dit, maintenant, le secteur a grandi, donc le bébé est devenu un jeune homme, et donc il faut maintenant donner des outils qui peuvent garder une uniformité de travail et surtout pouvoir garder la confiance du consommateur. Parce que vous savez bien que les logos n'est pas un logo de marketing comme est là pour faire chouette la confection, mais que c'est un logo qui est soutenu par des valeurs, par des principes, surtout par des principes qui doivent être respectés. Alors, une autre valeur qu'on a déjà évoquée avec Michel il y a quelques minutes, c'est l'équitable. Donc là, vous ne vous occupez pas d'équitable. Non, vous dites, ce n'est pas dans nos missions, ce n'est pas dans nos compétences. Non, ce n'est pas dans nos missions, c'est déjà beaucoup, c'est déjà couvert dans la réglementation actuelle. Oui. Il faut dire que la réglementation est effectivement un mini-secteur
tout seul, parce que si vous avez vu la réglementation, ça couvre des règles de production aux règles de contrôle, en passant pour les règles des importations, etc. Donc c'est une réglementation déjà très très vaste. Et disons, on ne peut pas tout couvrir. On a il existe des certifications privées, et aussi c'est à l'esprit du consommateur de s'orienter vers ce type de produits. Pour nous, le plus important, c'est que la réglementation soit bien appliquée, que toute la chaîne soit certifiée et que les consommateurs puissent maintenir sa confiance dans les logos. Merci, c'est bien clair. Sébastien Balmis, vous êtes responsable des filières et qualité chez KOK, que beaucoup de ceux qui apprécient le bio connaissent, hein, forcément, c'est du chocolat de haute qualité, bio et équitable depuis 1993. On va en reparler dans un instant, mais on va faire un beau voyage dans les différents lieux de production et là où se trouvent les coopératives mises en place par KOK. On regarde, ça dure 2 petites minutes et on en reparle avec Sébastien juste après. Logramos convencer a jóvenes productores de la región a optar por la siembra del cacao aromático bajo un sistema de manejo orgánico. La experiencia de KOK en la estructuración de cooperativas y su apoyo financiero han permitido sacar adelante este proyecto. El conocimiento de KOK y de los productores de la zona han sido la llave del éxito para esta alianza. Dans ce contexte de profonde crise agricole en 2000, le gouvernement et les FIDA cherchent à relancer la culture du cacao. Ils font appel à KOK pour son expertise dans la structuration de la filière bio. En 2005, la coopérative SECAB est fondée. La production est progressivement relancée et les revenus des petits producteurs s'améliorent. Le projet est une révolution dans le pays. Il fédère au fil des années de plus en plus de communautés de producteurs. O engajamento da KOK, portanto, permitiu com que a SECAB pudesse garantir a compra de toda a produção dos pequenos agricultores. E isto permite com que os agricultores, portanto, pudessem arrecadar uma maior receita ou ter uma receita estável. KOK y los aliados, los productores de cacao nacional fino de aroma, se ha buscado y se está buscando la alternabilidad para mejorar la productividad del cacao nacional. De esta manera rescatamos y nosotros desistimos el cultivo del cacao híbrido, del 651, porque con el cacao nacional tenemos mejor calidad, mejor rentabilidad y eso nos va a favorecer, ¿para qué? Para tener más dinero los campesinos, para tener una vida digna para nuestra familia en el campo. Gracias, KOK. Voilà, ça, on le dit si vous voulez, oui, on y va, allez un petit coup. C'est bon le cacao comme ça quand on le prend en coupant? Ah oui, oui, c'est bon. Ça ressemble vraiment à du cacao? Non, pas du tout. Non. Le cacao frais, ça ressemble pas vraiment à du chocolat quand on le goûte comme ça. Celui que vous nous avez amené pour tout à l'heure? Oui, j'étais en déplacement pendant 3 jours, donc bon, mes valises étaient minimales. Bon allez, KOK, donc créé par André Debert, qu'on peut citer dès le départ, donc le choix du bio et de l'équitable. C'était quoi le pari à l'époque? Pourquoi avoir fait ce choix? Je pense que Michel, tu as bien connu André, qui a fondé André Debert, qui a fondé KOK. C'était un pionnier de la bio dans les années 80 avec Michel. Je pense qu'ils ont vraiment milité, et puis d'autres bien entendu, qui ont vraiment milité pour que la bio émerge en France. Et donc, naturellement, pour lui, la bio s'imposait comme une évidence quand il a créé KOK. Et maintenant, ce qu'il cherchait, c'était aussi d'avoir le bio et la qualité, ou plutôt la qualité par le bio, et d'avoir une filière la plus courte possible entre le producteur et le consommateur. Donc, directement mettre en relation. L'idée, c'était de mettre en relation
ou c'est toujours de mettre en relation directement des coopératives de producteurs avec le chocolatier, et donc pouvoir à la fois, parce que je rejoins les présentations très intéressantes qui ont été faites ce matin. Je pense qu'André, il avait déjà cette idée un peu précurseur à l'époque d'offrir un chocolat qui soit abordable aux consommateurs, mais aussi rémunérateur pour le producteur. Donc je pense que la filière courte, c'était un peu le modèle qui s'est imposé. Et avec quelques pionniers de la bio, ils avaient fondé l'association Biopartenaires. Je crois qu'il y a des représentants dans la salle qui sont présents. Et le premier référentiel Biopartenaire qui était vraiment allié l'équitable avec la bio. Ça, je parle dans les années 90. Et aussi une logique de partenariat de filière vraiment de partenariat avec les organisations de producteurs de long terme. On verra tout à l'heure dans la deuxième table ronde les apports du bio sur la biodiversité, mais là aussi il en était question parce que assurer un revenu, je dirais équitable aux producteurs, c'est pas prélevé sur la forêt qui est autour, c'est ça? Bien entendu. Alors il y a plusieurs choses sur la filière cacao. Très rapidement, la filière cacao, c'est 90% de petits producteurs qui produisent les 3 millions et quelques de tonnes qui sont commercialisées dans le monde. Et ces petits producteurs, ils ont des productivités qui sont, que ce soit en bio ou en conventionnel, qui sont très basses. Donc forcément, des niveaux de vie aussi qui sont à la limite de la décence. Et l'idée d'André, et que nous on essaye de faire perdurer, c'est de dire on peut produire en bio et à la fois parler de productivité. Et donc on accompagne les producteurs à rénover leur plantation de cacao. Oui. Produire plus, produire en bio et de manière durable et pérenne. Et ça, bien évidemment, on a eu des expériences, notamment à Sao Tomé avec le Fonds pour l'environnement mondial et d'autres expériences qu'on est en train de mettre en place au Pérou. Oui. Je pourrais y revenir sur comment on peut accompagner les producteurs à produire plus sur leurs parcelles en bio et donc ne pas avoir à couper de la forêt pour pouvoir aller installer de nouvelles plantations. Oui, au Pérou, c'est un programme d'agroforesterie pour préserver aussi un hotspot de la biodiversité. C'est ça. Oui. On a plusieurs programmes au Pérou. On a un programme effectivement qui vise à d'une part conserver un hotspot de biodiversité qui est notamment riche en oiseaux. Plus de 650 espèces donc on a mis en place avec une ONG d'ornitho péruvienne et puis une ONG française qui est présente dans la salle, Sol Association, un projet de conservation de ce hotspot qui s'appelle une colpa et puis effectivement promouvoir l'agroforesterie. Et installer qui se marie bien avec le cacao, c'est ça, avec la production, tout à fait, le café aussi d'ailleurs. L'agroforesterie est tout à fait adaptée puisque le cacao naturellement c'est un arbre qui provient de la forêt amazonienne, donc qui est dans les sous-couches de la forêt. Donc en agroforesterie ça fait tout à fait sens et c'est quand même tout à fait un contresens aussi de voir aujourd'hui des cacaos hybrides qui se développent notamment en Équateur, il faut le dire, et qui sont produits de manière intensive, sans ombrage, avec de l'irrigation et de la fertilisation azotée. Voilà. L'agroforesterie, c'est un nouvel axe, vraiment pour vous. C'est en Colombie, en Équateur aussi, mais au Pérou également. C'est une grosse campagne 2020-2024, c'est ça 2020-2024, on est en train de préparer un projet avec une ONG internationale qu'on a présenté au Fonds français pour l'environnement mondial pour promouvoir l'agroforesterie effectivement dans les 3 pays andins, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, et avec pour objectif de mettre en production sous agroforesterie environ 1 millier d'hectares. Voilà, donc on essaye de porter un peu le drapeau de l'agroforesterie et à la fois de démontrer qu'on peut avoir une filière qui soit vertueuse, qui soit rémunératrice pour le producteur. Oui. Et également qui puisse s'inscrire dans la conservation de cette planète. Je crois que ce matin, toutes les présentations qu'on a vues, elles sont alarmantes par rapport à l'état de la planète. Et je crois que notre responsabilité à tous, et je suis sûr qu'on porte tous un peu ce drapeau, c'est de mettre en place des actions pour essayer de la protéger. Et il y a des projets en France aussi, Dans les Pyrénées-Orientales, c'est ça? Oui, dans les Pyrénées-Orientales. Alors ça, on va dire que c'est pas du cacao, plus anecdotique, mais tout à fait intéressant. Je vais rassurer tout le monde. C'est effectivement un projet qui est notamment cofinancé avec la Fondation de France, qui promeut la production de plantes aromatiques et médicinales.
en agroforesterie. On va travailler notamment avec la fondation Ecodota sur ce projet, une fondation française. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, à tout à l'heure. Alors, dernière étape avant le résultat du sondage et notre débat. On va, avec Vincenzo Linarello. Alors, on sait tous, et puis on l'a découvert depuis ce matin, mais ce n'est pas une découverte pour vous tout à fait non plus, que faire du bio, c'est souvent un combat. Vincenzo, lui, il a carrément déclaré une guerre à la mafia calabraise, qui n'est pas la plus sympathique au monde. Il a créé cette coopérative qui s'appelle Goël. Depuis 15 ans, il mène aussi, en plus de sa lutte contre la mafia, une lutte aussi contre le travail illégal, plus exactement. Il s'est engagé sur l'insertion, l'accueil des migrants, et il développe aussi l'économie circulaire dans différents secteurs. Rien que tout ça. Alors on a hâte d'écouter Vincenzo qui va parler en anglais pour nous présenter cette aventure qui est tout à fait hors du commun. Vincenzo. Merci. Goël Cooperative Group is a sort of community. La coopérative Goël est une communauté d'entreprises sociales. Il y a des agriculteurs, différents acteurs qui, dans ma région, se sont réunis pour changer la donne. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent bien la Calabre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la région la plus pauvre d'Italie, et une des régions les plus pauvres d'Europe. On est au 5e rang pour le chômage des jeunes dans le classement parmi toutes les autres régions européennes. Le chômage des jeunes est donc un fléau, il s'élève à 55% à peu près, et dans certains territoires, on arrive même aux alentours des 70% de chômage chez les jeunes. Le premier problème auquel on est confronté en Calabre, c'est évidemment la mafia. La mafia là-bas pose énormément de difficultés, et après les nombreux échecs de la mafia sicilienne, c'est la mafia de Calabre qui a repris la main et qui est considérée comme étant le réseau de mafia le plus puissant au monde. Il faut aussi bien voir que l'on estime qu'il y a un chiffre d'affaires annuel de 60-70 milliards d'euros qui passe par les mains de la mafia en Calabre. Et cette mafia est celle qui vend le plus de cocaïne en Europe. La mafia de Calabre a pris racine dans la région, mais en fait cette mafia est en train de s'infiltrer aussi dans les provinces du nord de l'Italie, ainsi que dans d'autres pays, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne, la France, la Suisse. Et cette mafia a énormément d'argent. Ils achètent de l'immobilier, ils rachètent des petites entreprises en difficulté. Donc le groupe Goël que j'ai fondé veut changer les choses en Calabre et démontrer que l'éthique, ce n'est pas seulement faire ce qui est juste, mais en plus de cela, c'est le moyen le plus efficace de développer le territoire. Voilà la démonstration que l'on souhaite faire, et pour ce faire, nous sommes en train d'essayer de travailler sur différents secteurs et mener des activités avec le plus haut niveau d'éthique possible pour chacun des secteurs dans lesquels on travaille. Goël Cooperative Group est composé de 12 coopératives, 2 coopératives agricoles, 2 organisations, une qui est une fondation et l'autre qui est un collectif d'agriculteurs
avec une société à but non lucratif. Donc nous, on travaille dans différents secteurs, ceux des services sociaux par exemple, avec les mineurs, les personnes aussi qui ont différents troubles, notamment psychologiques. Et puis, on a différentes activités aussi liées au marché privé. On a mis en place un tour opérateur dans le secteur de l'écotourisme, du tourisme responsable. On a aussi créé la marque Kanjari en Italie avec des produits 100% certifiés bio. On a aussi un incubateur qui permet à toutes les personnes en Calabre de créer leurs entreprises de manière éthique et responsable. Mais pour cette réunion, je vais parler évidemment de nos activités liées au secteur agricole. Alors le secteur agricole pour notre organisation est très important. Parce qu'il y a des agriculteurs, des fermiers qui ont été victimes de la mafia. Et ces victimes se sont tournées vers nous pour nous demander de l'aide pour lutter contre la mafia. Parce que la mafia, évidemment, ne demande pas seulement des pots de vin de la part des commerçants, mais aussi de la part des agriculteurs. Et la mafia exige aussi qu'il y ait un consensus, une soumission totale de la part des agriculteurs. Et si ce n'est pas le cas, alors ils brûlent les cultures, ils volent les tracteurs, tous les outils de travail et d'autres menaces du même acabit. Donc nous avons créé la première coopérative de fermiers en Italie composée de victimes de la mafia. Et nous avons créé aussi un label de produits agricoles issus de ces agriculteurs qui résistent, qui disent non à la mafia. Et le label, c'est Goel Bio. On souhaite aussi démontrer que ces agriculteurs ont choisi la bonne voie. Et on voudrait aussi démontrer que c'est la voie la plus cohérente, la plus sensée. Donc on s'intéresse à toute la chaîne de production agricole dans la région. Et on constate que c'est en fait un désastre. Parce que on voit par exemple que les oranges sont payées 5 centimes le kilo. Et avec 5 centimes par kilo, évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas toucher un revenu décent. Donc il a fallu reconstruire toute la chaîne de production. On a réorganisé toute la filière du champ jusqu'au packaging. On a aussi mis en place un bureau pour aider les agriculteurs dans la vente de leur production. Et puis enfin, nous avons obtenu de bons résultats. Et maintenant, on peut payer ces agriculteurs à hauteur de 40 centimes le kilo d'orange. Alors, c'est bien plus que 8 fois plus que ce qu'ils recevaient avant. En fait, c'est le prix au kilo le plus élevé pour toute la région. D'autre part, il faut bien voir que ces victimes de la mafia, ces agriculteurs, ces fermiers, sont maintenant ceux qui sont le mieux payés pour leur production. Mais avec 40 centimes par kilo, évidemment, on peut payer un salaire décent aux travailleurs. Parce que souvent, le problème auquel on est confronté, c'est que
on ne voit pas les choses du bon angle. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le problème, c'est la relation entre les agriculteurs et les travailleurs. En fait, ce n'est pas ça le problème, parce que si les supermarchés payent 10 centimes, 30 centimes le kilo d'orange, c'est impossible que l'agriculteur puisse payer ses travailleurs. Alors qu'avec 40 centimes le kilo comme prix plancher, alors là on peut payer de manière décente les personnes qui travaillent pour les agriculteurs. Et ensuite on a mis en place un système de vérification pour veiller à ce que ces travailleurs soient bel et bien payés de manière décente. No advice before, we do surprising checks in the field. Par exemple, on organise des vérifications inopinées dans les champs auprès des travailleurs. Et si on considère qu'il y a un travailleur agricole qui est exploité, même s'il n'y en a qu'un seul, on exclut, on bannit l'agriculteur, le fermier de la coopérative, et ce dernier doit s'acquitter d'une amende de 10 000 euros pour les dommages et intérêts donc dus à la coopérative. Et voilà comment on arrive à éliminer l'exploitation de ces travailleurs agricoles. Ensuite, la conséquence de tout cela, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de fermiers de toutes les différentes régions d'Italie qui veulent rejoindre nos rangs afin de recevoir ce prix juste, ce prix qui, à leurs yeux, est élevé pour leurs produits. Donc on est à la recherche de ces agriculteurs pour qu'ils puissent nous rejoindre. Nos produits, nous les vendons évidemment par l'intermédiaire des boutiques bio, mais aussi les supermarchés bio. Et puis les boutiques équitables, évidemment. Et puis l'année prochaine, nos produits italiens seront vendus aussi ici même à Paris. Et puis aussi à Coop Suisse. Et puis aussi dans un magasin bio en Allemagne. Mais tout cela, même si c'est encourageant, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'éthique soit présente partout dans le processus. Il faut aussi bien voir que 50% de nos agrumes sont utilisés pour faire des jus, et pour le reste, les 50% restants, on les vend donc en tant que fruits donc sur les marchés. Et donc on produit du jus d'agrumes bio, et on extrait aussi de l'huile essentielle bio, et ensuite tout le reste est utilisé comme compost ou alors nourriture pour les animaux. Donc voilà la composante aussi économie circulaire. On produit aussi de l'huile d'olive extra vierge, mais il y a aussi une part de notre production qui n'est pas extra vierge, qui est juste vierge. Donc on mélange cette huile d'olive vierge et les extraits d'huile essentielle naturelle, et là on crée toute une chaîne de produits cosmétiques, biologiques et éthiques. Et qui est-ce qui travaille dans le contexte de cette production-là? Eh bien, ce sont des jeunes garçons qui passent par nos services sociaux. On travaille avec les familles et on les intègre dans notre processus de production. Donc voilà, l'économie circulaire pour ne rien gâcher, et puis aussi pour jouer un rôle social. Voilà comment nous on considère que notre approche est holistique. C'est très important aussi de bien penser au fait que
les aliments à l'avenir, la nourriture de l'avenir ne sera pas complètement biologique, pas à 100%. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'être éthique. Il faut que nos aliments soient 100% éthiques. Évidemment, il ne faut pas exploiter qui que ce soit dans les champs, mais il faut aussi considérer le fait que ces entreprises doivent faire preuve d'éthique, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait sur le marché des produits qui viennent de fermes ou d'entreprises qui soient tombées aux mains de la mafia. Et la mafia est vraiment un problème pour l'Europe tout entière maintenant. Et la mafia est en train d'empoisonner tout le marché. Il s'agit donc là d'une urgence et à l'avenir, quand on pense à l'éthique, il faut bien garder tout cela à l'esprit. Merci beaucoup, Vincenzo. Well, thank you very much, une question, Vincenzo. Parce qu'évidemment, s'attaquer à la mafia, c'est pas sans risque. A quick question, because when you decide to tackle or to take on the mafia, there are consequences. Can you tell us about how you respond to these attacks? Eh bien, la mafia en Calabre a beaucoup appris de la mafia sicilienne. Rapidement, ils ont compris qu'il fallait rester discret, agir de manière souterraine et ne pas attirer trop l'attention de l'opinion publique. Et donc, ils veulent rester en dessous des radars, rester invisibles. Et lorsqu'ils nous attaquent, nous répondons avec une grosse mobilisation et beaucoup de communication. Mais cela n'a pas été suffisant. Donc, il y a 4 ans à peu près maintenant, nous avons réalisé que la mafia, lorsqu'ils attaquent une boutique ou lorsqu'ils attaquent une exploitation agricole, ce qu'ils veulent, c'est pas seulement causer des dégâts économiques, mais en plus de cela, c'est causer des dégâts psychologiques pour les personnes, pour les hommes et les femmes qui sont les témoins ou les victimes de ces attaques. Et cette déprime, cette dépression sociale, finalement, c'est l'objectif de la mafia, puisque une société, lorsqu'elle est déprimée, désespérée, est très facile à contrôler. Donc nous, on s'est posé la question de ce que l'on pouvait faire dans ce contexte-là et comment est-ce que l'on pouvait exprimer l'inverse de cette dépression sociale après une attaque de la mafia. Et quelqu'un a proposé de faire une fête après chaque attaque de la mafia. Et on s'est dit, formidable, c'est une belle idée. Et à partir de ce moment-là, après chaque attaque de la mafia, on a organisé une fête. On appelle ça la fête de la Renaissance et on fait participer toute la communauté, tout le quartier autour des victimes. Tout le monde participe et on reconstruit la ferme, on remet les conditions telles qu'elles étaient avant l'attaque. Et puis ensuite, après la fête, 2-3 mois plus tard, à travers la presse locale, les télévisions locales, on fait une communication publique sur les retombées positives de l'attaque de la mafia. Et au bout de 3 fêtes de la Renaissance, telles qu'on les appelle, donc au bout de 2 ans à peu près, la mafia a complètement arrêté d'attaquer les exploitations agricoles. Et c'est très surprenant parce qu'on était à une moyenne de 3 attaques par an. Et au bout de 2 ans de fête de la Renaissance, ils ont compris qu'ils nous aidaient en nous attaquant et donc ils ont arrêté. Donc voilà, c'est une approche non violente pour mettre un terme à ce type de violence. Merci beaucoup. Les résultats de notre mini-sondage, à présent, je pense qu'ils sont prêts. Donc je le rappelle, est-ce que vous pensez que
La filière bio communique assez sur les engagements sociaux et RSE. Le résultat, d'accord, donc tout à fait d'accord, 0, donc c'est intéressant de le noter. 14% assez d'accord, et puis pas d'accord, la filière ne communique pas assez. 67 plus 20%, ça fait quand même presque 90, 87 exactement. Donc je pense que la filière bio, c'est ce qu'elle a à faire dans ce domaine. Ne pas hésiter à expliquer, à raconter, à prendre des exemples comme ceux qu'on a écoutés à l'instant. Alors, toujours pas mal de questions. Il y en a 2 ou 3 très simples. En gros, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par commerce équitable ? Est-ce qu'il y a des critères communs en fonction des pays ? Qui veut répondre à cette question ? Michel ? Oui ? Prenez un micro. En fait, le commerce équitable repose sur plusieurs piliers. Il y a ce qu'on appelle le prix plancher, c'est-à-dire d'assurer que le prix de vente du producteur est au-delà de ses coûts de production. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi tous les droits des travailleurs qui sont respectés, la liberté de se syndiquer. Ça nous paraît aussi évident en France, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Ensuite, il y a une chose qui est très importante aussi, et qui est le transfert aussi de savoir-faire, c'est-à-dire que la valeur ajoutée soit faite au plus près du pays exportateur. Où on le voit notamment dans les exemples cacao. Il y a ce travail qui est fait aussi pour qu'il y ait une valorisation la meilleure possible des produits. C'est surtout ça l'importance, mais c'est aussi cet engagement. Enfin, on voit dans les expériences, et Sébastien, tu as cité les initiatives biopartenaires. Je crois que c'était un groupe d'entreprises, et je pense qu'il faut le garder à l'esprit, qui considérait que la bio se devait d'être équitable, et que c'est par le biais de l'entreprise qu'on peut faire aussi du développement. Ce n'était pas seulement aider les producteurs sur un programme dans un pays, mais c'est aussi par la valorisation de ces produits, de vivre dignement de son travail, et de faire un accompagnement technique. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas seulement de payer, on résume trop souvent le commerce équitable à une prime ou à un meilleur prix. C'est surtout à être amené à pouvoir un produit de qualité. On le voit pour avoir suivi notamment sur Sao Tomé, le travail qui a été fait sur plusieurs années, c'est la mise en place de séchoirs solaires, c'est d'avoir justement des fèves ensuite de bonne qualité. C'est bien d'avoir un cacao de bonne qualité, mais si la phase de séchage, de transformation est mauvaise, c'est difficile de donner un bon prix à un produit qui n'a pas aussi une bonne qualité intrinsèque. Sébastien Malby, c'est quelque chose qu'on peut retenir de ce que vous faites. Ça s'inscrit sur la durée. Il y a besoin de temps pour installer, pour développer et pour maintenir cet aspect à la fois bio, qualité et équitable. C'est ça. Je pense que le commerce, c'est avant tout des relations humaines et de la confiance. Donc des deux côtés, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Et effectivement, c'est faire un produit de qualité, souvent c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un apprentissage. Nous, on n'hésite pas à mobiliser, par exemple, des équipes en Équateur pour les faire intervenir au Pérou. On a fait venir les gens de Sao Tomé, ils sont déjà allés au Pérou, en Équateur. Et en fait, de ces échanges entre les producteurs naît une dynamique. Et bien entendu, ils trouvent eux-mêmes les clés à l'amélioration de la qualité dans leur plantation et au niveau de la post-récolte. Donc effectivement, ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Je voudrais juste compléter peut-être ce que je voudrais dire sur la question sur le bio et l'équitable. Je pense que le bio et l'équitable, finalement, sont assez liés. Ils ont les mêmes forces et ils ont aussi les mêmes faiblesses, dans le sens où le bio, on en a parlé, on l'a évoqué un petit peu ce matin. Dans la grande famille du bio, on peut retrouver des investisseurs en Pologne ou en Ukraine qui vont acheter des dizaines de milliers d'hectares et faire des champs de pommes de terre qui font 35 km. Et puis des petits producteurs, des coopératives, comme on a vu ce matin aussi en Pologne, qui tendent vers la qualité, l'accessibilité, etc. Qui se posent d'autres questions. L'équitable, c'est malheureusement un peu la même chose. On trouve un petit peu de tout et donc c'est très difficile, je trouve, pour le consommateur d'arriver à faire la différence dans tout ça. Et je rejoins un peu c'est marrant, mais parce que tout est lié, mais les sondages, je les trouve assez pertinents, les sondages que vous avez faits. Et effectivement, notre grosse difficulté, c'est d'arriver à communiquer et à se démarquer dans la communication en disant mais nous on le fait vraiment ça. On passe vraiment 4 mois de l'année sur les plantations, on connaît vraiment les producteurs par leur prénom. Mais
Si moi je reçois le Monde chaque week-end, j'ai vu une publicité d'aller d'un grand chocolatier pour pas le citer, mais qui communiquait sur les mêmes choses en fait que nous, sauf avec des moyens beaucoup plus importants. Et je me suis posé la question, comment on peut arriver à faire face à ce défi et à amener le consommateur à se rendre compte de la différence dans les produits qu'il consomme. Donc ça, c'est une question que je laisse à la salle. Très bien. Bravo. C'est intéressant. Hein. Alors, Elena, qui supplée donc à son chef à la Commission européenne, qui est Nicolas Verlet, donc il n'est pas là, vous l'avez remarqué que c'était Elena qui l'avait remplacé, n'est-ce pas? Alors, comment l'Union européenne vérifie-t-elle ou s'assure-t-elle que les organismes certificateurs dans les pays tiers hors Europe ne sont pas corrompus? Bon, voilà. Alors, non, c'est pas la dernière, hein, j'en ai d'autres là. Disons, nous, on vérifie que les processus de certification soient corrects et que les organismes de certification certifient selon la réglementation. On part du principe que tout le monde agit bien et donc on n'a pas corrompu ou pas corrompu. Nous, on fait notre boulot de vérifier les caractéristiques du control body et les capacités de ce control body de pouvoir agir dans un certain pays. On est aussi les control body pour pouvoir opérer dans un pays tiers doit être aussi accrédité, donc doit être accrédité par un organisme d'accréditation qui doit aussi vérifier les compétences et vérifier la capacité d'opérer sur un certain territoire. Après, nous, on a tout un programme de contrôle des activités des organismes dans les pays tiers. On fait les analyses de leur rapport annuel. Chaque année, on reçoit leur rapport des activités. On commence vraiment à aller point par point sur tout ce que ça a été déclaré. On pose beaucoup plus de questions. On envoie encore plus de requêtes d'informations. Et ça, disons, même si c'est un travail qui peut sembler plutôt bureaucratique, parce qu'en fait, on est dans notre bureau, ça apporte pas mal d'informations et ça fait émerger tout type de situations, qui peut être des manques d'informations ou de manques de notifications ou bien des situations positives, bien sûr. Après, on a aussi tout un programme d'audit que la Commission fait sur les organismes de contrôle dans les pays tiers. Donc, ça veut dire qu'il a des équipes qui relèvent plutôt de la DG Santé, qui se déplacent dans un pays et ils font vraiment une analyse des opérations de ce control body sur le territoire. Ils assistent aux audits, aux certifications qu'ils font. Et en plus, ils se déplacent aussi dans les headquarters d'origine du control body pour voir si effectivement toute l'organisation du système est bien en place. En plus, alors, il faut dire qu'on a tout un système d'échange d'informations entre nous et les États membres et sur les irrégularités qui peuvent surgir. Donc, si sur les marchés, il y a une irrégularité, donc un produit est trouvé non conforme, on commence toute une série d'analyses entre nous, les États membres, pour arriver à quelle est la raison. Ça peut être une petite irrégularité, mais ça peut amener aussi à des informations. On creuse, jusqu'à qu'on arrive à l'information qui nous satisfait et qui nous semble la plus plausible pour justifier une telle irrégularité ou l'autre. Je voudrais seulement juste conclure en disant qu'on a aussi ce système Traces duquel j'ai parlé au début, que ça, je trouve super important pour garantir la traçabilité. Et disons que dans la nouvelle législation aussi, il y a pas mal de changements qui vont aider un peu sur la ligne de contrôler les activités et surtout d'assurer, parce que pour nous, le plus important, c'est de créer une bonne législation qui permet aux consommateurs de faire la confiance dans les logos. Et donc, par exemple, les systèmes... on a créé un système un peu plus solide de contrôle parce que jusqu'à maintenant, le système de contrôle officiel
n'était pas si clair par rapport au bio, et donc il y avait deux législations qui coexistaient, et donc était toujours un peu, disons, lu en parallèle, et qui laissait un peu l'esprit, est-ce que je dois appliquer ça ou ça, etc. Ça donc a créé des zones grises qui laissaient un peu la possibilité d'appliquer la législation un peu à la légère. Maintenant, avec la réforme, et avec la réforme aussi des contrôles officiels, on a uniformé ça, donc tout ce que c'est food and feed, inclus les bio, va être couvert par la législation des contrôles officiels. Et en plus, il y aura des règles spécifiques pour les contrôles qui sont pour les bio. Et pour ce qui concerne vraiment les importations, la Commission aura plus de pouvoir pour bloquer des cargos qui sont suspects, pour pouvoir permettre aux autorités compétentes de faire des analyses. Il faut dire que, selon moi, il faut travailler bien ensemble, la Commission et les autorités compétentes des États membres, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont les territoires, les yeux sur les territoires, et sont eux qui peuvent vraiment actuer à la douane. Donc, toujours, je plaide pour une forte coopération entre nous et les autorités compétentes, qui est déjà très bonne, mais on peut toujours améliorer. Alors, vous allez continuer à plaider, chère Elena, parce que j'ai une question en forme de critique ou une critique en forme de question. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Doit-on continuer à niveler par le bas le label bio européen pour fédérer les différents acteurs? Donc, c'est une question un peu vache. Bio, je ne sais pas si on nivelle par le bas. Quel est votre sentiment? Moi, je ne trouve pas qu'on nivelle par le bas. Je voudrais savoir l'exemple exact, qu'est-ce que ça veut dire niveler par le bas, parce que moi, je trouve que ce qu'on a fait, c'est plutôt le contraire. On a nivellé par le haut. On a fait un bon travail d'harmonisation, de simplification. Le secteur évolue et donc il faut aussi que la réglementation soit au courant de ça et soit apte à prendre en charge aussi les changements que le secteur est en train de parcourir. Il faut penser que c'est un secteur qui donne beaucoup d'opportunités pour les agriculteurs, et donc il faut que la réglementation aussi soit une réglementation solide, claire, mais moderne. Michel Reynaud, sur cette question de nivellement vers le bas, vous n'êtes pas d'accord? Si, je pense que je suis dans le même sens qu'Elena. Oui, enfin d'accord avec Elena, pas avec la question. Mais pas avec l'affirmation. La preuve, c'est que la nouvelle réglementation, de toute façon, se base sur déjà celle qui existe. Je crois qu'il faut déjà le rappeler. Donc on ne va pas en descendant, mais plutôt, on a bien vu que le nombre de dérogations a plutôt diminué. On voit bien que notamment sur les reconnaissances, ce qu'on appelle les reconnaissances rétroactives, ça devient de plus en plus, j'allais dire, plus cadré que ce que ça l'était dans le passé. Et ça, c'est dû au fait aussi que comme ce règlement doit s'appliquer sur toute la planète, c'est pour aussi limiter, et je pense que la Commission, mais aussi les organisations de la bio, sont conscientes justement d'éviter toute discrimination entre les producteurs européens des autres producteurs. Donc je pense que, et de toute façon, il y a un principe aujourd'hui dans la réglementation européenne, c'est que de toute façon, si il n'y a pas un accord entre les différents États membres, on reste sur le statu quo. C'est-à-dire que de toute façon, on ne descend pas au-deçà de ce qu'on a. Et je voulais juste rajouter sur ce qui était sur la question précédente. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de corruption, mais raisonner en termes de fiabilité des organismes de contrôle. Et au sein de notre organisation, on a aussi des certificateurs. Je crois que ce qui est important, c'est tout le système qui est mis en place, et depuis 1991, donc il a eu le temps aussi d'évoluer. C'est une nette amélioration justement dans la supervision des organismes de contrôle. Et on le voit, là, je pense que ce qu'il faut retenir, Elena ne l'a pas dit, mais il y a quand même des sanctions qui sont aussi portées sur les organismes, notamment dans les pays tiers, qui peuvent être soit suspendus, soit retirés de la liste. Il y a tout un mécanisme qui est en place. Bien évidemment, aucun système n'est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir à un moment ou à un autre un abus sur un produit ou sur un organisme, mais le système fonctionne. Je pense qu'on doit être quand même assez fier au niveau européen d'avoir mis en place un système qui fonctionne, qui a aussi ses failles, mais qui aujourd'hui quand même permet un haut niveau de garantie au niveau des consommateurs, tant par le travail qui est fait au sein des États membres, et on voit les autorités des États membres qui aussi elles-mêmes mènent ce travail de supervision des organismes, et aussi la Commission avec la DG Santé sur les supervisions. Alors, un message pour vous, Monsieur Linarello. Bravo, Monsieur Linarello, bravo. J'espère que vous êtes protégé. Alors, puis il y a autre message d'un autre anonyme, alors vous allez comprendre pourquoi.
Goël, avez-vous des projets d'extension de votre mouvement à d'autres régions, pays, genre l'Albanie ou la Bosnie? Franchement, vous pensez qu'il n'a pas assez à faire en Calabre non, mais... Vous êtes protégé, j'imagine. Non. Non. Non, j'ai pas de garde du corps. Mais française, en anglais. The best, la meilleure protection pour moi et pour nous, c'est la confiance et le consensus dans la communauté de ma région. Parce que s'ils veulent me tuer ou tuer quelqu'un parmi nous, ils peuvent le faire, qu'on soit protégé ou pas. Mais pour nous, en ce moment, c'est important aussi d'avoir un profil haut, non seulement en Italie, mais partout en Europe, d'être connu, reconnu. Et plus on connaît l'expérience du Goël, plus on sera protégé. Donc, extension. Je suis un membre d'un SHOCA, c'est un réseau international d'innovateurs. Et donc, je crois au modèle fédérateur. Donc, pas implanter la même organisation partout dans un pays ou sur le plan international. Mais j'espère, je crois que notre expérience, notre démarche dans notre communauté, dans le système communautaire. Donc je n'ai pas décrit l'organisation de la technologie que nous avons. C'est intéressant de voir comment on a développé. On fait des essais, on fait des erreurs, mais j'espère que notre modèle peut inspirer d'autres organisations et dans d'autres situations, dans différentes régions en Italie, mais aussi partout en Europe, ailleurs en Europe. Mais bien sûr, ce que nous cherchons à faire, c'est d'agrandir le marché. Le plus on vend de produits, plus on peut aider les agriculteurs de notre région, mais aussi les produits parlent de notre expérience. Les produits communiquent notre histoire, notre narratif, notre récit partout en Europe. En plus de celles qui arrivent sur le site. Oui, ici, juste là au 3e, 4e rang. Ma question s'adresse à M. Balmis, éventuellement à M. Reynaud. Vous avez dit tout à l'heure que vous aidiez les producteurs de chocolat au Pérou, je crois, à essayer de produire plus sur leur exploitation pour ne pas augmenter le nombre d'hectares et d'éviter la déforestation. Est-ce que vous ne regrettez pas de vous être supprimé le bénéfice de la génétique moderne qui vous permettrait d'aller dans cette direction? D'ailleurs, je connais pas mal d'agriculteurs biologiques qui seraient assez favorables à ce qu'il y ait une réflexion sur ce sujet-là. Sébastien Balmis. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question intéressante. Ma réponse, elle est non, mais non parce que on fait tout un travail qu'on a commencé depuis une dizaine d'années avec nos producteurs de sélection dans leurs parcelles de leurs meilleurs arbres, ce qu'on appelle les arbres élites, et donc qu'on va identifier, qu'on va suivre pendant plusieurs années sur des critères de résistance aux maladies, de productivité, et derrière, nous, on va les sélectionner pour le goût, et on installe des collections dans tous les pays où on travaille. On a des collections de germoplasme ou des collections de variétés, comme on pourrait dire, ça existe sur le vin, sur les cépages, qu'on a travaillé avec les producteurs et qui appartiennent aux organisations de producteurs. Et avec ces arbres élites qu'on a, on arrive à des niveaux de productivité qui sont
proches ou même égaux, et parfois même sous certaines conditions supérieures à des hybrides qui existent. Alors, ce n'est pas des OGM, mais c'est des hybridations qui ont été faites en Équateur dans les années 60. Et donc, on a des niveaux de productivité qui sont tout à fait acceptables et qui permettent, avec 2, 3, 4 hectares à un producteur et sa famille, de vivre dignement avec les prix que nous, on offre. Donc, bien entendu, si on avait des OGM, on pourrait imaginer avoir peut-être encore plus de productivité, mais ce n'est pas la voie vers laquelle on veut aller. Parce que le réchauffement climatique, vous voulez dire l'adaptabilité de l'adaptation, oui, c'est ça. Le fait d'avoir une collection de variétés, c'est pas, on ne travaille pas avec un clone, comme par exemple le CCN 51, si vous connaissez un petit peu le cacao, qui inonde actuellement l'Amérique du Sud. Il y a un clone. C'est-à-dire que si ce clone, il y a une maladie qui apparaît, demain, l'Équateur, c'est moins 70% de production. Nous, on va travailler avec une collection, petit à petit, on la renforce, mais on va avoir entre 50 et une centaine de clones. Donc, on appelle clones, alors j'aime pas le mot, hein, c'est des variétés, hein, des cépages, si vous voulez. Clone, c'est parce qu'ils disent clone en espagnol, du coup, j'ai gardé ce... Mais on va parler de cépages, je préfère, ou de variétés, si vous préférez. Donc, l'idée, c'est de garder la biodiversité. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment avec un organisme international qui s'appelle Bioversity, qui est un organisme de recherche internationale, justement sur la caractérisation génétique de ces variétés pour pouvoir les inscrire dans le patrimoine génétique mondial. Voilà, donc c'est des réflexions. Merci. Alors, oui, Michel, bonsoir. Allez-y, je vous en prie. Une question pour Madame Elena. Est-ce que les systèmes de garantie participative peuvent être reconnus par l'Union européenne dans leurs accréditeurs, je ne sais pas comment dire? Est-ce que on n'a pas bien compris la question? Pour l'accréditation hors Union européenne, pour les labels. La certification hors... Oui, la certification de participation, je ne sais plus comment dire. SPG en français. Système de participation, de garantie participative. Comme au Sénégal, puisque je crois que monsieur qui devait intervenir, il n'y a pas de label officiel. Non, donc non, c'est pas autorisé par les règlements parce que en fait, pour être certifié dans les pays tiers, il faut être certifié, comme j'avais expliqué au début, soit par un organisme certificateur qui est enregistré dans notre règlement, soit il faut être opératif dans un pays qui est reconnu par les équivalences. Quand même, il y a des structures qui sont favorables au développement des petits producteurs, qui sont en fait les groupes de producteurs. Et ça, c'est aussi une chose qui a changé substantiellement dans les nouveaux règlements, parce que les groupes de producteurs étaient jusqu'à maintenant, dans les réglementations actuelles, acceptés, même si pas encadrés dans la législation, dans les pays tiers. Donc, c'était autorisé d'une façon un peu, avec des guidelines, disons, un peu informelles, parce qu'en fait, on avait compris dans le temps que c'était la structure qui pouvait amener beaucoup de plusieurs producteurs à être ensemble et s'organiser dans leur structure, dans l'autocontrôle et après être certifiés par un organisme tiers. Cette structure, on l'a insérée dans notre nouvelle législation, dans celle qui entrera en vigueur en 2021, et ça sera possible aussi pour les producteurs européens. Donc, aussi, ça c'est un pas en avant pour permettre aux petits producteurs européens d'être ensemble et de faire face tous ensemble au processus de certification, toujours, comme j'avais dit, avec un organisme tiers qui certifie, mais aussi pour partager les coûts, les frais et tout, disons, le travail administratif qui va avec la certification. Donc, ça, c'est les possibilités, disons, plutôt coopératives qui sont possibles dans la réglementation. Michel, une précision? Je veux bien rajouter. Ce qu'il y a, c'est que souvent les systèmes de participation, enfin de garantie participative, se font beaucoup dans les pays où la consommation se fait sur place dans une communauté bien précise. On a beaucoup d'exemples sur l'Amérique latine, au Brésil, etc., qui eux l'ont d'ailleurs reconnu au niveau brésilien dans leur loi sur l'agriculture biologique, la reconnaissance de ces systèmes de garantie lorsque la consommation est au sein d'une communauté, etc. Par contre, pour tout ce qui concerne export, c'est un organisme tiers de certification. En fait, on a 3 niveaux de certification
dans notre jargon professionnel, il y a le premier niveau, la certification qui est faite par les gens qui produisent le produit, hein, ce qui est le cas parfois des producteurs. Il y a le deuxième niveau, ce qu'on appelle le second party, qui est la certification qui est faite par l'utilisateur, qui peut être l'exportateur, et le système tiers qui, lui, se veut indépendant et professionnalisé. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux systèmes. Ils s'adressent en fait à deux aussi systèmes différents de commercialisation. Plus le consommateur est loin du producteur, avec un certain nombre d'intermédiaires, plus le système tiers de certification a du sens, plus, je dirais, le système est court ou de la communauté. Parce qu'il y a des problèmes aussi de responsabilité le jour où la décision est prise, à qui on s'adresse, quelle est l'assurance qui est prise par rapport à ça. Donc je crois qu'il faut, les systèmes sont complémentaires en fonction des situations qu'il peut y avoir aussi dans les pays. Et je pense que le système de garantie participative a aussi une notion qui est importante et qui est une notion sociale, notamment entre les producteurs, les consommateurs qui vont visiter les autres producteurs. Donc il y a une dynamique aussi qui se met en place. Mais n'opposons pas les deux systèmes, ils peuvent être complémentaires. Et d'ailleurs, on a des expérimentations aujourd'hui où le système tiers essaye d'évaluer justement la performance des systèmes de garantie participative. Et en aucun cas, l'argument qui est avancé, et la preuve en est dans plusieurs études qui ont été faites, que ça ne coûte pas forcément moins cher. Parce qu'en règle générale, ces systèmes fonctionnent sur des subventions, parce qu'il faut bien payer les techniciens, il faut bien payer l'administration. Et c'est très bien, je pense que c'est de l'argent plutôt bien placé dans l'encadrement, mais qu'un système tiers ne coûte pas forcément plus cher ramené aux producteurs, surtout avec la mise en place et la reconnaissance au niveau de l'Union européenne maintenant de la certification de groupe, des groupes de producteurs. Une question tout là-haut. Oui, bonjour. Ça marche? Non. Oui, bonjour. Ah si, c'est bon. Je suis Frédéric Ténin. Je viens à vous, je comprends tout à fait tous les défis que vous devez relever par rapport au bio, au commerce équitable, mais il y a un domaine que vous n'avez pas du tout évoqué, c'est la trace carbone. Vous parlez de grandes fermes ukrainiennes, vous parlez de producteurs cacao petits ou gros, mais quand on prend simplement la France, le bio est importateur net en France, donc ça veut dire que le bio fait beaucoup de trajets par transport. Comment vous conciliez trace carbone et tous les défis, et donc l'environnement aussi, et tous les défis que vous relevez au niveau des producteurs? Alors ça ne concerne pas que le cacao, c'est aussi l'Ukraine. Oui, bien sûr. Merci pour cette question. Qui veut répondre? Sébastien Balmis pour commencer. Moi, je peux juste répondre en ce qui nous concerne, KOKA. C'est une vraie question. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas encore, j'espère qu'on ne le deviendra pas trop vite, mais producteur de cacao en France. Donc forcément, si on veut consommer du chocolat, il faut importer des fèves qui viennent parfois de très loin. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'on est... Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment au sein du Synabio, qui se posent un petit peu ces questions-là et qui essayent de trouver à leur échelle des réponses. Pour KOKA, nous avons réalisé sur nos produits une analyse du cycle de vie, donc c'est peut-être un mot barbare pour certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous doivent le connaître, mais c'est simplement essayer de comprendre quel est l'impact environnemental de nos produits. Et effectivement, derrière, tout le programme dont j'ai parlé, que j'ai évoqué assez rapidement, de mise en place d'agroforesterie sur les 4 prochaines années, c'est avec l'idée aussi de pouvoir un petit peu compenser l'impact environnemental qu'on a à travers la production de nos chocolats. Alors, je trouve personnellement que c'est jamais totalement satisfaisant, mais qu'il faut essayer, on essaye de faire au mieux, on va dire. Et donc, la première étape, c'était de calculer l'impact environnemental. La deuxième étape, d'essayer de trouver des solutions. Et il y a quelque chose qui est pas simple, c'est aussi de calculer quand on met 1 hectare de plantation en agroforesterie, combien on capture de carbone. C'est des choses qui sont assez complexes, mais sur lesquelles on travaille avec les chercheurs et on essaye d'avancer. Voilà. C'est ma réponse pour le chocolat, modeste, mais c'est celle-là. Voilà. Michel Reynaud, sur l'aspect bio international et carbone. Passer du chocolat à l'Ukraine, alors. Je reviens tout à l'heure sur les chiffres qu'on a présentés sur les importations, pour voir aussi les volumes qui sont importés. Je crois que vraiment la mise en place par l'Union européenne avec Trace va donner quand même des données intéressantes pour voir aussi, quand on a les quantités de blé importé, on est capable
avec une moyenne de rendement hectare, de savoir le nombre d'hectares qu'on a besoin en Europe pour pouvoir répondre à cette demande. Donc je trouve que c'est l'approche carbone, c'est évident qu'on ne peut pas l'exclure. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement de voir avec ces chiffres ce qu'on peut mettre en place. Mais deuxièmement, ce qui me paraît aussi important, c'est que n'oublions pas qu'en France, et je suis bien placé pour le savoir, pour être dans la bio depuis longtemps, la France a quand même vécu pendant longtemps d'export. Avant d'arriver aux chiffres qu'on a aujourd'hui de consommation, on était quand même bien content de vendre notre blé aux Allemands avec une prime et un bon prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui peut se faire. L'Ukraine est plutôt un mauvais exemple, mais certains pays exportateurs qui aujourd'hui, ça leur permet aussi de crédibiliser, et on le voit en Afrique notamment sur certaines cultures tropicales, de crédibiliser auprès de leurs autorités ce qu'est l'agriculture biologique, de sensibiliser, de créer un marché. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. On voit aujourd'hui le Brésil, je reviens du Brésil, on voit qu'un marché commence à se développer aussi intérieur. Donc il faut vraiment, d'un côté, bien évidemment, être le plus autonome possible, et je pense que ça a du sens. Que le développement, si la bio se développe dans ces pays, il faut aussi que parallèlement la consommation se développe. Mais aussi aujourd'hui, il faut aussi que on le voit très bien sur le marché pour suivre tout ce qui est importation, il faut aussi que certains acceptent de payer plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la clé est que les traders offrent des produits venant des pays de l'Est, souvent 1 euro un peu moins cher, quelques euros moins cher, et notamment, je pense à tout ce qui est au niveau des feeds, tout ce qui est au niveau alimentation animale. Il est évident que les coûts de production sont plus élevés, il faut accepter. Et je pense que ça aussi, c'est par le biais carbone, et là je pense que vous avez raison, c'est aussi une communication aux consommateurs. C'est pas seulement d'acheter le produit bio, mais aussi acheter dans son acte d'achat, qu'il ait conscience de l'impact carbone, quitte à payer un peu plus cher, et que les producteurs français puissent justement, français et européens, puissent avoir leur propre... Parce qu'on peut être autonome sur beaucoup de productions, on a les surfaces pour le faire, mais il est évident qu'in fine, le produit sera plus cher. Mais il faut l'accepter, et il faut communiquer là-dessus aussi, et le bilan carbone ou l'impact carbone est un bon outil. Alors, je crois qu'il y a encore une question. Voilà, Alice. Oui, bonjour. Je voulais poser une question par rapport à la culture du cacao. J'ai vu des études du WWF, je crois, qui montrent l'importante déforestation ces dernières années à cause de la consommation du chocolat, dont je suis le premier coupable. Je me demandais si le fait de consommer bio et équitable, ça permettait de lutter contre cette déforestation, en tout cas de ne pas l'aggraver, ou est-ce que c'est un raisonnement hypocrite et dans tous les cas, même si on fait de l'agroforesterie de cacao, mine de rien, est-ce qu'on n'empiète pas sur la forêt originelle pour des monocultures de cacao, quoi qu'il arrive? Est-ce que vous déforestez, Sébastien, ou pas? Oui, quelques centaines d'hectares par jour. Non, je plaisante. Non, c'est une très bonne question. Bon, pour faire très rapide, il y a effectivement des études qui ont été publiées en 2017 par une ONG internationale qui s'appelle Mighty Earth sur la Côte d'Ivoire, où effectivement on a un front pionnier. La cacaoculture, elle s'est développée sur un système de front pionnier. C'est-à-dire qu'en fait, je déforeste. Souvent, c'est d'ailleurs pas les petits producteurs qui déforestent, mais des entreprises qui enlèvent toutes les essences qui valent le coup. Et puis, les producteurs arrivent, installent des plantations de cacao sur des terres qui sont souvent très vite dégradées, parce que c'est des terres tropicales qui se dégradent très vite dès lors qu'elles sont déforestées. Et ensuite, donc au bout de 10-15 ans, la productivité diminue et on va un petit peu plus loin. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans le développement depuis les années 60, la politique d'Houphouët-Boigny, et de développer massivement la production de cacao en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça s'est développé. Et donc effectivement, la Côte d'Ivoire produisant près de 45% de la production mondiale de cacao, on peut assez justement dire que le cacao est source de déforestation. Voilà. Après, il faut aller regarder au cas par cas, pays par pays. Et il y a énormément de pays où c'est pas le cas. Enfin, même, je veux dire, la grande majorité des pays, c'est absolument pas le cas.
dans les filières où nous on travaille, au Pérou, il y a eu quelques cas de déforestation de grandes entreprises quand les cours du cacao étaient très hauts, qui ont reçu des concessions forestières et qui ont déforesté des milliers d'hectares, on va dire, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'hectares, mais pour installer des plantations de cacao. Donc c'est des problèmes qui existent. Maintenant, est-ce que consommer bio et équitable, potentiellement, ça peut être source aussi de déforestation? Alors le bio, j'allais dire que si on regarde stricto sensus le règlement bio, on ne parle pas il n'y a pas de critères pour regarder l'utilisation de la terre avant la conversion en bio. Hein. Donc potentiellement, ça pourrait exister. L'équitable, c'est quand même, il y a beaucoup plus de garde-fous. Nous, on travaille notamment avec un référentiel qui s'appelle Fair for Life, où il y a tout un pan sur la protection de l'environnement et notamment la déforestation. C'est des critères KO, c'est-à-dire que tous les ans, nos filières sont auditées et il y a à peu près 10% des producteurs qui sont visités. Et s'il y a une plantation où on a vu que c'était installé sur de la déforestation, on perd la filière perd sa certification. Donc c'est quand même assez contrôlé sur ce niveau-là. Or, tout ce que volontairement les entreprises, c'est pas seulement KOK, mais des entreprises engagées mettent en place pour, au contraire, avoir des pratiques de restauration du couvert forestier. Et j'ajoute qu'on verra dans la toute prochaine table ronde d'ailleurs que le bio et l'agriculture rendent quand même beaucoup de services à l'environnement aussi. Ce sera le thème de la dernière table ronde. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de celle-ci. Merci à vous.